En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Anne Rosencher et Charles Sapin. Directrice de l'Express, Anne Rosencher a signé il y a quelques mois Un chagrin français aux éditions de l'Observatoire, un portrait d'une France en crise qui éclaire la campagne que nous venons de vivre. Journaliste politique au Figaro, Charles Sapin est co-auteur avec François-Xavier Bourmeau du Tango des Fossoyeurs, paru aux éditions de l'Archipel, dans lequel il prophétisait le second tour Macron-Le Pen. Anne Rosencher et Charles Sapin font tous deux partie des meilleurs observateurs de la vie politique française. Alors qu'Emmanuel Macron vient d'être réélu, nous ferons avec eux le bilan de la campagne présidentielle. Celle-ci a-t-elle été à la hauteur des enjeux ? Que restera-t-il de cette campagne ? Le clivage Macron-Le Pen est-il le signe d'une recomposition ou d'une décomposition du paysage politique ? Que faut-il attendre du président réélu ? Tout de suite, les réponses d'Anne Rosencher et Charles Sapin en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Anne Rosencher, Charles Sapin, bonjour, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour, joyeux 1er mai à tout le monde. Merci. Anne Rosencher, commençons par vous. Du coup, vous êtes l'auteur d'Un chagrin français, un essai dans lequel vous brossez le portrait d'une France en crise. Vous faites part de votre inquiétude quant à l'avenir du pays. Première question, est-ce qu'après cette campagne, vous êtes plus ou moins inquiète ? Écoutez, je suis à peu près pareillement inquiète que pendant l'écriture du livre, mais je pense qu'hélas, j'avais vu juste, au moins d'ailleurs sur un point, j'essaye dans ce livre de décortiquer la crise de régime, la crise de foi démocratique dans laquelle on est, et j'avais commencer par vouloir disséquer le mot populisme. C'était même une exigence de commencer par celui-là, parce que je trouve que souvent, quand on dénonce, enfin les universalistes, les promoteurs de la République sont généralement concentrés sur certains communautarismes, généralement religieux ou culturels, et ils oublient, à mon avis, un des premiers communautarismes en France qui est un poison aussi pour la République et pour la démocratie, qui est une espèce de communautarisme social. C'est-à-dire l'idée que finalement la France d'en haut et la France d'en bas, pour le dire très schématiquement, la France des métropoles contre la France périphérique, la France du tertiaire qui va bien contre l'industrie qui n'a plus vraiment d'emploi à proposer, ne se parle plus, se regarde en chien de faïence quand ce n'est pas avec défiance et rancœur, et le terme populisme me semblait en tout cas recouvrir cette espèce de disqualification de principe, de paresse de savoir que peut avoir de temps en temps une partie des élites envers tout diagnostic qui viendrait de cette France qu'elle ne fréquente pas et qu'elle ne connaît pas. Je n'idéalise pas l'autre partie, je n'idéalise pas les classes populaires comme certains le font avec l'idée qu'il y aurait une common decency extraordinaire, que tout serait à applaudir et de bon sens, mais je pense que nous avons vu ces dernières années à quel point, si vous voulez, cette disqualification ne fonctionne pas. Regardez le Brexit. Finalement, vous aviez une grande partie des élites culturelles, médiatiques, etc., qui étaient contre, qui ont beaucoup disqualifié. Vous aviez des pétitions d'acteurs, je me souviens très bien, etc. Et il y a un moment où, quand vous avez une majorité du pays qui fait le même constat et qui va dans un même sens, vous avez beau essayer de continuer de disqualifier ou de diaboliser, la logique politique l'emporte. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est pas du tout une promotion du Brexit, c'est pas ma question, c'est pas mon... Mais c'est simplement de dire que méfions-nous de ce terme qui a l'air de poser un diagnostic un peu savant et qui en vérité est surtout une espèce de signe extérieur de supériorité intellectuelle et morale de la part de certains commentateurs ou hommes politiques, parce que ça ne résout absolument rien. Il faut ouvrir les questions les unes après les autres et voir comment on réussit à métaboliser les clivages sociologiques qui sont de
devenus des failles béantes. Merci Anne Rosenchar. À Charles Sapin, même question de poser différemment. Est-ce que cette campagne a été à la hauteur des enjeux? Et puisque Anne a très bien lancé le sujet, vous êtes auteur du livre Le tango des fossoyeurs, qui paraît aux éditions de l'Archipel, dans lequel vous prophétisiez justement ce second tour Macron-Le Pen. Est-ce que vous pensez, comme Anne Rosenchar, que ça a été la France d'en haut contre celle d'en bas? Totalement, et ça a été très très bien dit. On le voit en fait, et quand on regarde un peu en détail les scores du second tour, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des territoires extrêmement clivés, c'est-à-dire où Emmanuel Macron est extrêmement haut, où Marine Le Pen est extrêmement haut, mais on a très peu, enfin, le nombre de territoires où finalement les résultats sont plus justes baissent, quoi. Et ça donne vraiment cette image de France, une grande ligne de fracture avec deux France qui se regardent en chien de faïence. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement le produit de cette élection tend à renforcer cette fracture. Quand on regarde en fait l'échiquier politique passé, vous aviez deux partis hégémoniques, RPR devenu MPLR et le PS. Qu'est-ce qu'ils avaient comme particularité ces deux partis? C'est que vous aviez dans chacun des deux en fait une hétérogénéité sociale, c'est-à-dire que vous retrouviez à droite comme à gauche des classes ouvrières, des cadres, des dirigeants. Or là, qu'est-ce qu'on voit quand on met face à face La République En Marche, le parti du président de la République, ou le Rassemblement National de Marine Le Pen, c'est que en fait c'est très homogène. Vous avez en fait deux partis qui sont presque représentants de classes sociales strictes, et ce qui fait que dans ces partis-là, vous n'avez plus, ça n'oblige pas les dirigeants politiques, les dirigeants de ces partis à réfléchir à un programme politique pour l'ensemble de la société et l'ensemble de la diversité sociale. Quand vous avez un parti où il n'y a que des classes populaires, des ouvriers, vous allez être poussé à faire un parti à produire, si vous voulez, des propositions qui seront en fait faites pour cette classe électorale-là. Inversement, quand vous avez un parti qui rassemble tout ce que Jérôme Sainte-Marie appelle le bloc élitaire, ces propositions, en fait, c'est le projet de société que le responsable politique va être amené à mettre sur la table, va être en fait fait uniquement pour cette classe électorale. Le problème, c'est que du coup, on s'éloigne d'une cohésion nationale, et en effet, on voit des ponts entre ces deux France, entre une classe populaire d'un côté et un bloc élitaire de l'autre, qui s'effondrent les uns après les autres. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Dans votre livre, vous expliquez qu'il y a eu un espèce de jeu de rôle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qu'ils désiraient finalement s'affronter mutuellement et qui faisaient en quelque sorte système. Mais est-ce que, vous écoutez tous les deux, est-ce que c'est pas plus profond que ça? Est-ce qu'ils ne représentent pas effectivement deux France potentiellement irréconciliables? En fait, il y a deux choses. Nous, avec François-Xavier Bourmont, on s'est intéressé à cette question. C'était juste avant le Covid. Ça partait c'était intéressant. C'est-à-dire que pendant près de 4 ans, vous avez l'unanimité des instituts de sondage qui donnait la réédition de ce duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Pourtant, vous aviez 70% qui n'en voulaient pas. Et on s'est posé la question, mais pourquoi ? D'où vient cette quasi-certitude sondagère sur la réédition de ce duel? Et en fait, il y a deux choses. C'est que c'est l'expression en fait de courants profonds. Vraiment, on voit. On peut le voir. Soit ça part de la chute du mur de Berlin en 89, mais on peut partir un peu après. Mais traité de Maastricht, le référendum de 2005. Vous voyez déjà qu'il y a ce clivage droite-gauche qui a dominé en fait l'échiquier politique pendant près de 2 siècles, se lézarde, parce que vous avez des gens de gauche qui se retrouvent dans le camp du non, des gens de gauche qui se retrouvent dans le camp du oui, et inversement. À côté de ça, vous avez en fait un sentiment qui monte, c'est-à-dire que peu importe les alternances politiques qui exprimait autrefois vraiment l'expression de 2 projets qui se répondaient. Là, malgré les alternances droite-gauche, Nicolas Sarkozy avec l'ouverture à gauche, puis François Hollande qui finit par faire la loi El Khomri, il y a cette impression en fait que malgré les alternances politiques, droite-gauche, en fait c'est la même politique qui continue. Et en fait pousse un nouveau clivage
qui va venir en fait supplanter ce clivage droite-gauche, qui est un clivage. Alors les noms, sémantiquement, ça change en fonction des interlocuteurs, mais vous avez mondialiste, nationaliste, européiste, eurosceptique, et toute l'intelligence d'Emmanuel Macron en 2017 est finalement de comprendre ça et de s'en servir. Et de se dire ni droite ni gauche. Devenant finalement le pendant parfait de Marine Le Pen et du Front National qui depuis les années 90 dit, c'était leur slogan, c'est ni droite ni gauche. Oui, c'est et droite et gauche, et eux c'est ni droite ni gauche. Et voilà, et en fait... évidemment, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont pas rencontrés dans des caves secrètes pour élaborer un plan secret. Mais en fait, les deux ont trouvé un même intérêt, c'est-à-dire que leur survie à moyen terme passait par la supplantation de ce clivage droite-gauche pour imposer un nouveau clivage mondialiste-nationaliste qui était tout à leur avantage. Et c'est ce qu'on a vu lors de ce dernier quinquennat et ce qui a été confirmé lors de cette dernière présidentielle, puisque les forces traditionnelles qui représentaient ce clivage droite-gauche en fait ont été asphyxiées par leur opposition exclusive. Charles Sapin, Anne Rosencher, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Cette élection présidentielle marque-t-elle une recomposition ou une décomposition du paysage politique? Vos réponses après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Anne Rosencher et Charles Sapin. Anne Rosencher, vous êtes l'auteur d'Un chagrin français, dans lequel vous brossez le portrait d'une France en crise. Vous essayez également de revenir sur certains termes que vous jugez dévoyés. On a parlé avant la pause du populisme. Il y a également le progressisme. Mais est-ce que ce clivage-là, populiste-progressiste, ne recoupe pas finalement une certaine réalité? Est-ce que c'est pas le clivage Macron-Le Pen? Et est-ce qu'il vous paraît mortifère? Est-ce qu'il faut en sortir? Ou est-ce que finalement il est plus opérant que le clivage droite-gauche? Alors, je pense, pour reprendre une expression, pour rebondir sur une expression que vous avez employée juste avant la pause, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait deux France irréconciliables. Je crois à la réconciliation. C'est-à-dire, autant on peut dire qu'il y a des gauches irréconciliables, des droites irréconciliables sur des projets, etc. Mais si on envisage qu'on continue de vivre en société, alors il faut quand même qu'il y ait une masse critique de ces personnes qui constituent la société et qui acceptent de se réconcilier, justement. Et cela, à mon avis, il peut y avoir deux façons de le faire, et elles doivent être concomitantes, à mon sens. La première, c'est la politique, bien entendu. Je pense que ce qui a vraiment enquisté ces deux France... En vérité, il y en a plus que deux, objectivement. Quand on regarde qui a voté Jean-Luc Mélenchon, c'est encore une troisième France, on va dire. Mais quand on regarde un petit peu d'où vient la majeure partie, je dirais, de la colère et de la rancœur. C'est, je pense, cette idée que depuis 30 ans, on se serait installé dans une marge du monde et dans un cours des choses qui seraient les seules possibles et les seules souhaitables, et qu'en fait, la politique ne consiste plus qu'à gérer les choses techniquement de façon raisonnable, que c'est un pilotage comme ça du point d'indice des fonctionnaires, de l'âge de la retraite, et en quelque sorte les débats de l'entre-deux tours l'ont un petit peu illustré. Et je pense que cette idée qui avait été portée notamment par Margaret Thatcher quand elle disait il n'y a pas d'alternative, there is no alternative, rend les gens très en colère. D'autant plus que l'alternative aujourd'hui est portée quand même par des candidats, on va dire, soit très radicaux, soit extrémistes, ou en tout cas qui ont un problème de crédibilité du pouvoir. Et encore une fois, Marine Le Pen l'a illustré, je pense. Donc, si vous voulez, quand vous avez un parti central qui brasse extrêmement large, de Jean-Pierre Chevènement jusqu'à Jean-Louis Bourlange, quand vous voulez vraiment dire non mais le cours des choses des 30 dernières années ne me satisfait pas, vous n'avez plus le choix aujourd'hui que en gros Jean-Luc
Mélenchon ou Marine Le Pen. C'est pas forcément quelque chose qui vous satisfait. Donc je pense déjà que ça nourrit la colère et que la première réponse à qui irait dans le sens d'une réconciliation, c'est refaire de la politique. C'est-à-dire que notamment les partis au pouvoir métabolisent les clivages et proposent des options, quitte après à les trancher en référendum. Mais je pense que ça n'était pas forcément une mauvaise idée, pas faire du référendum permanent. Mais sur quelques grandes questions, on voit bien désormais qu'il faut expliquer qu'on revitalise un élan démocratique. À mon avis, ce serait intéressant d'y réfléchir. Et la deuxième chose, je pense que c'est quelque chose du quotidien. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer de ne plus se croiser comme ça. Donc, il va falloir voir comment on refait une société commune. Ça va probablement passer d'abord par les mentalités de chacun, bien entendu, mais aussi par une politique de la ville. On voit bien que les prix de l'immobilier ont fait des partitions géographiques, sociales et culturelles qui font que les Français se croisent de moins en moins, les sociologies se croisent de moins en moins, l'école est de moins en moins mixte, sociologiquement parlant. Je lisais même, je crois, une enquête de Jérôme Fourquet il y a quelques années qui disait que même les colonies de vacances, où avant, peut-être on rencontrait des gens un peu différents, se sont ultra segmentées. Soit vous allez construire des fusées à 2000 € la semaine, j'exagère à peine, soit vous partez sponsorisé par la mairie avec que des... Non mais, si vous voulez, ils sont où les lieux de fraternisation citoyenne ? Je ne sais pas. Et je pense qu'il faut le repenser parce que la politique, c'est quand même des affects. Et donc, si vous ne voyez plus l'autre que comme une espèce de silhouette lointaine, c'est ce que disait Camus, quand il disait qu'avec la polémique, on quitte le monde des hommes pour entrer dans le monde des silhouettes. Après, politiquement, ça devient plus facile de le détester, de le combattre et d'être dans un hyper-clivage. Donc, je pense qu'il y a ces deux choses. D'abord, les grandes options politiques sur les sujets qui taraudent la France, et ensuite je dirais la politique du quotidien, plus, je dirais, une révolution mentale que chacun devrait faire des deux côtés, d'ailleurs, pour envisager l'autre. Charles Sapin, justement pour rebondir sur ce que dit Anne Rosenscher, cette élection présidentielle avec ce clivage Macron-Le Pen répété, est-ce que c'est l'achèvement d'un processus de recomposition politique ou est-ce que c'est une forme de décomposition politique qui reflète aussi la décomposition de la société ? Alors ça a été toute la question, un peu à la fin du dernier quinquennat, de savoir si Emmanuel Macron est la fin d'un système ou le début d'un nouveau. Quand on regarde un peu l'échiquier politique, c'était très certainement la dernière campagne présidentielle de Marine Le Pen, la dernière de Jean-Luc Mélenchon, la dernière de Nicolas Dupont-Aignan. Les écologistes ont pour particularité de jamais présenter deux fois le même candidat à une élection présidentielle. Il n'y avait pas de candidature évidente à LR ou au PS, on a vu ce que ça a donné. Et c'est évidemment la dernière candidature présidentielle d'Emmanuel Macron, Constitution oblige. Ce qui paraît important de souligner, c'est qu'en plus, on est dans une période où ce n'est plus un parti politique qui envoie son responsable à l'élection présidentielle, c'est plutôt un présidentiable qui justifie l'existence de sa boutique par ses chances à la présidentielle. Donc, en gros, on est là au lendemain de l'élection présidentielle, à la veille d'un reset, mais sans aucun précédent. Puisque toutes les têtes d'affiche de l'opposition vont être amenées à changer avec des passages de témoins. Donc vous êtes journaliste politique, vous avez suivi notamment Marine Le Pen, vous pensez qu'elle va tenir parole et arrêter, idem pour Jean-Luc Mélenchon. Ça semblait ambigu soir du premier tour et du second tour d'ailleurs. C'est ambigu par nécessité politique. Mais moi, pour l'avoir suivi de nombreuses années et d'avoir échangé avec elle après des interviews en off, moi, il y a deux moments qui m'ont marqué. C'était en 2019. C'était après une interview. J'ai dit, écoutez, Marine Le Pen, troisième candidature à la présidentielle, est-ce que vous en avez envie ? Il y avait des doutes. Bon. Et là, elle me regarde, elle souffle et elle me dit, envie ?
Parce qu'il faudrait en avoir envie en plus. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'une élection présidentielle ? Je me lève le matin, je lis les confrères, je ne respire que pour la politique. Il y avait ce côté, en fait, elle présentait ça, non pas avec aucun appétit, quoi. C'était vraiment un sacerdoce. Et là, plus récemment, juste avant le premier tour, on a fait une interview, pareil, après l'interview, je lui demandais comment elle évaluait ses chances d'être qualifiée au second tour et de l'emporter. Et elle disait, bon, de toute façon, aller à Jacques Tarès, vous voyez, ce qui est sûr, c'est que je ne serai jamais plus prête que je ne le suis aujourd'hui. Mon programme ne sera jamais plus complet, enfin, jamais plus parfait, et les planètes ne seront jamais plus alignées. Et j'ai compris par là que, au-delà d'une élection présidentielle en plus, en fait, elle se voyait comme à l'apogée de son parcours politique, et ce faisceau d'indices, plus ses propos, notamment dans le Figaro, où elle disait qu'a priori c'était sa dernière élection présidentielle, à mon sens, oui, c'était sa troisième et ultime candidature à la présidentielle. Maintenant, est-ce qu'elle peut le dire aujourd'hui ? Non. Pourquoi ? Parce que, déjà pour des raisons internes au Rassemblement national et externes. Internes, il y a Jordan Bardella, qui a installé de façon explicite, comme dauphin. Seulement, si jamais elle dit raccrocher les gants, ça va réveiller évidemment des ambitions en interne, et elle a tout intérêt en fait à rester comme l'autorité au sein de son parti pour sécuriser cette passation de pouvoir. C'est vieux comme le monde. Bon. Et il y a aussi un autre sujet, c'est que Éric Zemmour, qui a fait en effet 7 à l'élection présidentielle, mais lui se projette bien après cette présidentielle, même bien après ces législatives, j'imagine qu'on va en parler. Et en fait, Marine Le Pen a un poids politique qui seul peut en fait empêcher Éric Zemmour de remporter le bout et devenir le match de l'après. Exactement. Est-ce que depuis le début de l'émission, on parle de deux France ? Alors, est-ce qu'elles sont réconciliables, pas irréconciliables ? C'est une autre question. Mais voilà, on résume le clivage à deux France. Vous l'avez fait aussi dans votre livre sur le clivage Macron-Le Pen. Est-ce qu'on n'a pas vu au moins une troisième France, puisque l'un des événements de cette élection présidentielle, c'est le score de Jean-Luc Mélenchon. Je voulais savoir ce qui vous inspirait, ce score, et est-ce qu'il vous inquiétait ? Est-ce que c'est un élément de fracture supplémentaire ou est-ce que c'est une alternative ? Oui, dans le sens, c'est un élément de fracture supplémentaire, dans le sens dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque part, l'alternative à Emmanuel Macron, c'est pour moi quand même des candidatures très radicales, si ce n'est extrémistes pour certains aspects. Et ce que dit le score de Jean-Luc Mélenchon, en gros, il a fait un tabac dans deux endroits. Le premier, c'est les centres-villes, plutôt des gens très éduqués, quand je dis éduqués, c'est pas un jugement de valeur. Au niveau avec les diplômés, voilà. Exactement. Et par ailleurs, un électorat populaire dans les quartiers, les banlieues. Voilà. Donc on peut pas dire que c'est la gauche sans le peuple. C'est pas vrai. Je veux dire, ça, c'est une caricature. C'était un peu vrai au début de sa campagne. Aujourd'hui, il a quand même eu un vote populaire important dans les cités. C'est un vote populaire qui se distingue de celui de Marine Le Pen parce que, on va dire, la question sociale peut les réunir sur certains aspects. C'est un vote communautaire, posons la question de manière plus cash. Écoutez, en tout cas, je pense que c'est un vote qui est plus à l'aise avec le communautarisme, de manière générale. Parce que même les éduqués des centres-villes sont plus à l'aise avec le communautarisme, c'est-à-dire un modèle plus multiculturel, venu des États-Unis, où, de manière générale, on met le respect de la différence et l'exaltation de la différence avant ce qui était l'ancienne façon de voir universaliste française, qui résiste quand même par certains aspects, mais qui est d'abord de mettre dans la cité en avant ce qui nous rassemble et ce qu'on a choisi de porter comme projet, y compris dans les mœurs et dans la façon de vivre. Donc ça,
c'est une vraie fracture, dans le sens où je me souviens très bien que il y avait eu un reportage de Libération en 2017 où je fais vite sur la ligne de production de Sochaux, de Peugeot à Sochaux, et vous aviez clairement les ouvriers d'origine immigrée, français d'origine immigrée, qui votaient déjà Jean-Luc Mélenchon, et ceux qui étaient là depuis plus longtemps, enfin dont la famille était là depuis plus longtemps et qui votaient Marine Le Pen. Et ceux-là disait que c'était aussi un vote contre le multiculturalisme. Je me souviens très bien d'une des phrases de ces ouvrières qui disait « Mais votre multiculturalisme, il est beau vu d'en haut, il est dur à vivre vu d'en bas. » Et je pense que voilà, c'est un des critères qui va différencier le vote populaire. Une partition, alors peut-être culturelle, à l'intérieur du vote populaire. Merci Anne Rosenscher, merci Charles Sapin d'être avec nous sur Sud Radio. On a beaucoup parlé de défi de civilisation pendant cette campagne. Est-ce qu'elle a été à la hauteur du défi de civilisation? On en parle après la pause en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Anne Rosenscher et Charles Sapin. On fait le bilan de la campagne présidentielle. On parle également du livre de Charles Sapin, Le tango des fossoyeurs, coécrit avec François-Xavier Bourmeau, et de celui d'Anne Rosenscher, Un chagrin français, paru aux éditions de l'Observatoire. Anne Rosenscher, avant la pause, on parlait de Jean-Luc Mélenchon. Votre livre peut se lire aussi comme une ode à la République. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un candidat républicain? Et ça fait partie de la République, des mots, vous parlez des mots dévoyés dans votre livre, dont on ne sait plus très bien quel est le sens, puisque tout le monde l'invoque un peu à tort et à travers. Donc voilà, est-ce que Mélenchon est un candidat républicain, et qu'est-ce que c'est la République pour vous? Alors, dans le champ républicain, probablement parce que sinon son parti serait interdit. Donc, ce qu'on a dit pendant très longtemps pour Marine Le Pen, je vois pas pourquoi on le dirait pas pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, franchement, voilà. Après, ce qu'on peut noter, c'est qu'en effet, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup évolué sur ces questions par rapport au modèle qu'il promouvait auparavant, qui était un modèle, alors universaliste vraiment dans le premier sens du terme, c'est-à-dire, moi je le définis, parce que c'est des grands mots, ma définition préférée, c'est celle de Régis Debray, c'est de dire qu'en fait, en République française, le citoyen, c'est l'homme ou la femme sans étiquette, c'est-à-dire qu'en gros, on peut bien sûr avoir des identités particulières, des origines, des religions, etc., mais globalement, dans la cité, je vous parle même pas de la laïcité qui organise la neutralité, on va dire, dans les espaces de la République, mais même dans la cité, généralement, on met d'abord en avant ce qui nous rassemble, et on laisse un petit peu de côté les particularismes. C'est un modèle qui, vu des États-Unis ou d'Angleterre, paraît complètement liberticide, parce que généralement, il amène beaucoup des Français au fur et à mesure de leur intégration, abandonner leur particularisme. Donc, on peut le voir de façon entre guillemets liberticide, mais en revanche, la caricature qui en est faite, comme quoi ce serait un racisme, à mon avis, est absurde, parce que c'est au contraire le modèle qui aboutit sur le plus grand taux de mariage mixte, puisque à partir du moment où vous mettez d'abord le fait que vous êtes citoyen français en avant, que vous appartenez à une même communauté, qui est la seule communauté reconnue en République, qui est la communauté nationale, eh bien justement, vous pouvez beaucoup plus vous mélanger que dans les autres modèles. Donc on peut discuter de ce qu'on préfère, de la pertinence, etc., mais alors traiter ce modèle-là de racisme me semble absolument ahurissant. Donc ce qui arrive derrière, bien entendu, quand vous tirez le fil, c'est une façon de voir les choses qui est allergique à tout communautarisme, à tout clientélisme communautaire, et je trouve que Jean-Luc Mélenchon, ces dernières années, a plutôt donné dans le clientélisme communautaire. Quand il manifeste, défile à côté du CCIF, c'est-à-dire Comité contre l'islamophobie, qui a été interdit depuis pour séparatisme, parce que le législateur a jugé qu'il était islamisme, je parle du comité, du CCIF.
Du CCIF. Je trouve que ça pose quand même un problème. Quand sur France Info, il compare ce qui s'est passé, la tuerie, notamment d'Ozar Hatorah, mais aussi des militaires en 2012 à Toulouse, comme un fait divers qui a été monté en épingle pour stigmatiser les Français musulmans, alors que vous avez quand même des enfants juifs qui ont été assassinés à bout portant. Je trouve que ça sonne comme le pire des clientélismes, de monter les uns contre les autres, de dire en fait l'assassinat d'enfants juifs, c'était un fait divers monté en épingle pour stigmatiser les musulmans. Excusez-moi, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça. Je pense qu'il y a quand même, quand on met bout à bout, des choses qui posent vraiment problème en termes La candidature de Taha Bouaf aux législatives. Bah oui, elle en fait partie, bien entendu. Je veux dire, Taha Bouaf, ça a bien entendu le droit de s'exprimer comme tout le monde. Il représente une façon de voir les choses qui n'est pas la façon la plus républicaine du monde, qui est extrêmement communautariste. Et je pense que le fait qu'il soit investi par Jean-Luc Mélenchon, oui, ça pose cette question-là, bien entendu. Charles Sapin, vous avez suivi la campagne de Marine Le Pen, mais aussi celle d'Éric Zemmour, qui a parlé de défis de civilisation, qui a pointé du doigt l'islamisme et même l'islam en tant que religion qui ne ferait pas la différence entre ce qui relève de la religion justement et de la politique. Ça a déclenché beaucoup de réactions justement de ceux qui disaient on est les républicains et Éric Zemmour n'est pas républicain, etc. Et ça aboutit finalement à Jean-Luc Mélenchon à plus de 20%. Est-ce que ces deux campagnes se sont nourries l'une de l'autre, et est-ce qu'il n'y a pas eu un deux poids deux mesures dans les signaux d'alerte justement sur la question républicaine? Tout à fait. En fait, Éric Zemmour arrive en septembre et fait quelque chose de totalement inédit, c'est-à-dire qu'en moins d'un mois et demi, il va prendre 10 points dans les sondages. C'est une percée fulgurante, jamais vue de mémoire de sondeur, lors d'une présidentielle, avec un thème. En fait, d'ailleurs, Éric Zemmour le disait dès le début de sa campagne, il disait, gagner une présidentielle, finalement, c'est assez simple. Il faut avoir la réponse à la bonne question qu'on pose. Et lui, il a tout misé sur, en effet, cette notion de grand remplacement, et il a réussi à installer ce thème au centre du débat public, avant que son grand remplacement se fasse lui-même remplacer par la recrudescence du Covid, puis par la guerre en Ukraine. Mais il y a eu finalement un début de débat identitaire qui a aussi nourri Jean-Luc Mélenchon, et c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation à gauche pour Jean-Luc Mélenchon, aussi en réponse à un Éric Zemmour fort, puis à une Marine Le Pen forte. Et en fait, pour revenir sur cette question des clivages, est-ce que c'est la fin du clivage droite-gauche, est-ce que c'est on revient à un clivage ou à un nouveau clivage mondialiste-nationaliste? En fait, tout le pari d'Éric Zemmour post-présidentielle, là, ce qu'il vise au-delà même des législatives, en fait, c'est les élections européennes. Parce qu'il voit, en fait, un Jean-Luc Mélenchon très haut au premier tour, et il mise sur cette force de gauche, radicale, parfois racialiste, et avec qui il veut rentrer en fait dans un clivage exclusif, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon représenterait la nouvelle gauche, Éric Zemmour et ses alliés représenteraient en fait une nouvelle droite sur une nouvelle ligne de clivage qui est en fait un dégradé d'un retour d'un clivage droite-gauche, qui n'est pas le clivage mondialiste-nationaliste, mais qui est le clivage en fait identitaire. Le modèle de la créolisation pour Jean-Luc Mélenchon et le modèle finalement identitaire d'Éric Zemmour, de lutte contre le grand remplacement et contre justement ce multiculturalisme. Et en fait, c'est deux candidatures, deux expressions politiques qui rentrent dans une opposition parfaite, tout comme dans un autre domaine, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont dans une opposition parfaite en fait. On voit en fait, il n'y a plus un clivage prépondérant, il y a plusieurs clivages, et c'est vrai que le véritable pendant d'Éric Zemmour, c'est Jean-Luc Mélenchon et inversement. Et en fait, ce jeu-là
peut se jouer. Alors c'est dans longtemps, c'est dans 2 ans, mais tout le pari en fait de l'installer pour les prochaines européennes. Il y a le fait qu'on l'installe, mais Anne Rosenchère, est-ce que cette question de l'identité, du devenir de la France en tant que civilisation, est-ce que c'est pas finalement l'une des vraies questions de l'époque et que ça fonctionne notamment chez Éric Zemmour sur une inquiétude légitime? Moi, je vois pas tellement de vertu à la candidature d'Éric Zemmour. Après, il s'est présenté, il a fait 7%. Je veux dire, la question n'est pas de remettre cette possibilité en cause de se présenter, mais j'ai entendu beaucoup dire, finalement, il a permis de faire émerger les questions sur l'immigration dans le débat. Et moi, il me semble que les questions sur l'immigration, elles sont dans le débat depuis assez longtemps. En vérité, elles sont dans le débat depuis très longtemps. À chaque campagne présidentielle, elles sont dans le débat. Elles sont dans le débat à chaque fois que les Français sont interviewés. La question, c'est plutôt les postures de campagne versus ce qu'on fait quand on est au pouvoir. Mais dans le débat, on va dire, elles existent. Et je trouve qu'au contraire, moi, ce qui m'a inquiété, c'est que justement, il pose cette question en termes de grand remplacement. Ce qui, pour moi, est une caricature de ce débat. Pour la plupart des Français, ça n'est pas dans ces termes que ça se pose, en vérité. Pour certains, quand on sait que, bien entendu, les vagues d'immigration sont concentrées à certains endroits, oui, il y a une question démographique sur certains territoires qui est particulièrement, on va dire, virulente. Mais pour la plupart des Français, c'est plutôt une question de quotidien, je dirais, de comment je gère ma vie au quotidien dans une France multiculturaliste. C'est Christophe Guilluy qui dit ça. Il dit c'est moins le choc des civilisations de Huntington que le choc des bleds, c'est-à-dire comment je gère le fait que je ne sais pas si je peux regarder la sœur de mon voisin dans les yeux. C'est des gestions quotidiennes d'une question qui doit être répondue, bien entendu, sur une question de maîtrise des flux migratoires, mais aussi, je dirais, de répartition, qu'on arrête de faire des endroits, des quartiers ghettos où finalement vous n'avez plus aucun levier d'intégration qui fonctionne. Donc, je pense que c'est une vraie question. Je ne crois pas qu'elle ait attendu tout à fait Éric Zemmour pour être posée. À mon sens, un des succès d'Éric Zemmour est que comme il était ultra radical sur cette question-là, ça a emmené certains qui disaient mais finalement ils disent mais ils font jamais, à se dire bah lui peut-être il fera puisqu'il est si radical que ça. Mais je dirais que pour moi ça a caricaturé la question et quelque part ça a piégé les gens plutôt de bonne volonté à gauche comme à droite qui essayent de répéter depuis quelques années que ça n'est pas forcément une question taboue ni réductible au racisme. Anne Rosenchère, merci. Charles Sapin, merci également d'être avec nous sur Sud Radio. Que faut-il attendre du président réélu? Quelle opposition face à lui? Les réponses d'Anne Rosenchère et Charles Sapin, en toute vérité, après la pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Anne Rosenchère, directrice de l'Express et auteure d'Un chagrin français paru aux éditions de l'Observatoire, et avec Charles Sapin, journaliste politique au Figaro et auteur du Tango des Fossoyeurs. Nous faisons depuis une quarantaine de minutes le bilan finalement de cette élection présidentielle. Il se trouve qu'il y a quand même un vainqueur dans cette élection présidentielle, c'est Emmanuel Macron, qui réussit quand même l'exploit d'être réélu hors période de cohabitation. C'était jamais arrivé et pourtant le soir même de l'élection a surgi la question de sa légitimité. Alors pas de sa légitimité institutionnelle, mais de sa légitimité politique. On a rappelé qu'il avait été élu simplement avec 38% des inscrits, donc une minorité de Français. Est-ce que Emmanuel Macron a été mal élu, Charles Sapin? Non, il a été élu. Il a été élu après, la valse un peu des mauvais perdants, c'est quelque chose qui a toujours existé. Évidemment, l'ensemble de la classe politique peut déplorer un taux de participation qui est plus bas qu'attendu, mais je veux dire, chacun des candidats à la présidentielle, quand il s'engage dans cette campagne, accepte les règles du jeu et de fait, je veux dire, il n'y a aucun sujet sur cette légitimité. Après,
Est-ce qu'il est assez fort dans une France en crise et fractionnée? Non, mais c'est ça, mais ce ressentiment d'une élection et d'une mauvaise élection peut être nourri aussi par comme une déception. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, beaucoup de candidats parlaient de cette élection comme d'un enjeu, non pas de société, mais un enjeu de civilisation. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine frustration qui a été nourrie par l'absence d'un certain débat. Et c'est un peu avec François-Xavier Bourmeau ce qu'on avait un peu brossé dans ce livre Le Tango des Fossoyeurs, c'est-à-dire que dans ce pas de deux dans lequel Emmanuel Macron est rentré avec Marine Le Pen pour sécuriser, verrouiller cette réédition du duel de 2017, tout l'objectif était pour le chef de l'État de se retrouver au second tour avec une offre politique dite radicale, qu'il qualifie d'extrême, et pour pouvoir en fait dès le soir du premier tour en fait dégainer des anathèmes, des arguments moraux, finalement décrédibiliser son adversaire sans avoir besoin de rentrer dans les débats de fond. Compliqué pour lui, puisque ce président a quand même une plasticité idéologique très importante. Il peut prêcher, alors hormis sur l'Europe qui est vraiment le continuum, mais un peu tout et son contraire. Et en fait, toute cette stratégie-là était de se retrouver face à une Marine Le Pen. D'ailleurs, on l'a vu, malgré 10 ans d'entreprise de dédiabolisation, 7 mois de campagne un peu mezza voce où Éric Zemmour avait concentré sur lui toutes les anathèmes. En 15 minutes, Marine Le Pen a été rediabolisée. On se souvient d'ailleurs des interviews de Gérald Darmanin, si Marine Le Pen était élue, les pauvres mourront. Emmanuel Macron, qui à chaque sortie sur le terrain disait que Marine Le Pen était le vrai visage de l'extrême droite. Et du coup, ces anathèmes ont empêché un débat démocratique, légitime sur la place des idées, et il peut en nourrir une certaine frustration, notamment parmi les électeurs qui ne se retrouvent pas dans l'offre d'Emmanuel Macron et qui, encore une fois, ne se sont pas sentis représentés, leurs idées n'ont pas été représentées à leur juste valeur dans ce débat présidentiel. Anne Rosencher, on l'a dit depuis le début de l'émission, vous en parlez dans votre livre, on est dans une France qui est fracturée, avec plusieurs France en réalité. Comment on fait quand on est président de la République dans ce contexte, quand on a été réélu avec 38% des inscrits face à un parti qui est quand même depuis qu'il existe honni ou disqualifié par une partie de l'élite médiatico-politique? Comment on fait pour rassembler les Français ou tout simplement pour gouverner? Dans un scénario idéal, on est Charles de Gaulle et on fait Charles de Gaulle 1958, je vous ai compris, et on fait une politique de réconciliation et je dirais de nécessité nationale malgré son propre électorat. Puisque ce que fait Charles de Gaulle sur l'Algérie, c'est vraiment pas ce qui était dans son programme, ni ce qui était souhaité par une grande partie de son propre électorat. Est-ce que Emmanuel Macron à cette tessiture, enfin à cette épaisseur-là, et surtout est-ce qu'il a les moyens aussi, parce que Charles de Gaulle 58, c'est pas Emmanuel Macron aujourd'hui. Il a une vraie légitimité historique, politique. Voilà. Alors je suis comme Charles, je ne conteste, j'aime pas le procès. Quand je parle de légitimité, c'est pas institutionnel. Mais même, c'est-à-dire que je trouve qu'on devrait, voilà, c'est ça, on devrait se focaliser sur le terme de poids plutôt que légitimité, parce que derrière légitimité, il y a vraiment l'idée que finalement tout se vaut, quoi, et que or tout ne se vaut pas. Il a été élu. La question maintenant, c'est en effet pas tellement d'un point de vue institutionnel, parce qu'on verra bien ce qui se passera pour les législatives, mais moi je pense qu'il y a quand même une espèce de cohérence du peuple et qu'il aura sa majorité, qu'en plus nos règles institutionnelles va le favoriser, mais c'est plutôt comment est-ce qu'il va pouvoir gouverner dans un pays déchiré où justement la colère amène de plus en plus les gens dans la rue. Donc est-ce que... On se souvient de l'épisode des Gilets jaunes. Voilà, on est tous un peu persuadés, hélas, sans jouer les Madame Irma ou les Cassandres, qu'il pourrait y avoir de nouveaux épisodes des Gilets jaunes, parce que les fractures ne se réparent pas toutes seules. Donc c'est même pas une question d'appeler au feu ni quoi que ce soit. Moi, je n'appelle absolument pas au feu. Mais quand vous avez des fractures qui n'ont pas de débouché politique, parce que quand je parlais de réconciliation tout à l'heure, quand je dis que je crois à la réconciliation citoyenne entre les Français. En revanche, il y a des intérêts qui divergent et qui doivent être pris en compte
c'est ce que je disais quand on devait les métaboliser. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron peut le faire, lui, façon De Gaulle 58, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'une des clés, ce sera la recomposition. Charles l'évoquait tout à l'heure, on a quand même un paysage politique assez vierge pour les 5 ans qui viennent, même si là, il va y avoir encore le jeu un petit peu de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui vont vouloir profiter de leur avantage pour être un peu les maîtres de la recomposition dans leur camp. Mais globalement, c'est assez ouvert. Est-ce qu'il va émerger une alternative démocratique crédible à la colère et à la frustration et à l'envie d'alternatives par rapport à ce qu'on connaît en gros depuis 25 ou 30 ans? Je dirais que c'est le vrai enjeu. Je ne sais pas si l'enjeu c'est que cette offre alternative gagne, je ne sais pas, ça nous verrons bien, ça dépendra des forces en présence, mais l'enjeu c'est ne serait-ce qu'il y ait cette perspective. Je pense que le manque de perspective d'alternance démocratique crédible est ce qui qualifie vraiment la crise de régime aujourd'hui. C'est ne serait-ce que d'avoir un candidat digne de ce nom, qui puisse vous représenter, qui puisse être une option légitime, qui puisse vraiment peser. Je pense que après, nous verrons bien qui gagnera dans 5 ans, ça c'est vraiment pas là. Mais je pense que c'est le grand enjeu de la recomposition du paysage politique. C'est très bien parce que vous faites ma transition. Justement, Charles Sapin, on a vu au premier tour, alors à la surprise générale, émerger une gauche finalement. D'un certain côté, Jean-Luc Mélenchon a fait l'union de la gauche par la force, puisqu'il est arrivé très largement en tête et qu'il a bénéficié notamment du vote utile. Mais on a vu aussi un bloc national en opposition à Emmanuel Macron se dessiner, pesant réuni 33%, les 24% de Marine Le Pen, mais aussi les 7% d'Éric Zemmour, auxquels on peut ajouter éventuellement les voix de Nicolas Dupont-Aignan, voire de Jean Lassalle. Or, aux élections législatives, Éric Zemmour a fait un appel du pied à Marine Le Pen, qu'elle ne semble pas saisir. Donc, comment vous voyez justement cette recomposition politique? Est-ce qu'elle se fera ou pas par une union du camp des patriotes, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils se définissent, ou est-ce que tout cela est impossible et que finalement l'opposition aura le visage de la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, dans le bloc nationaliste, là, c'est un peu c'est la valse des postures. C'est-à-dire que Éric Zemmour tend la main, mais puisqu'il a tout intérêt à le faire, et il sait très bien pertinemment que avec son message d'union des droits, de réconciliation de plusieurs électorats, ça lui serait reproché de ne pas l'avoir fait. Il y a 2 choses. Il y a la logique politique, la rationalité, et de l'autre, il y a la véritable politique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'adore, hein, c'est parce que c'est profondément humain. Si vous regardez la logique, évidemment, il y a 2 offres, le Rassemblement National, il y a l'offre d'Éric Zemmour, une note très intéressante de Jérôme Fourquet de l'IFOP là-dessus, qui voit que ces 2 électorats tout à fait complémentaires, ils auraient... Les électeurs d'Éric Zemmour se sont reportés très facilement sur Marine Le Pen au second, assez facilement, oui. 7 sur 10 je crois, à peu près. Oui, c'est ça, on est à 77% à peu près, mais il y a un électorat donc un peu CSP+, qui est exactement l'électorat que Marine Le Pen cherchait à séduire, et qui s'est exprimé en nombre pour Éric Zemmour, et Marine Le Pen qui reste hégémonique chez les classes populaires, qui est un électorat qu'Éric Zemmour essaie de séduire en vain. Donc la logique électorale voudrait qu'il y ait une forme d'alliance pour une représentation plus importante à l'issue de ces législatives. Maintenant, c'est là où l'humain rentre en jeu, c'est que en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a une logique de rivalité, que Marine Le Pen voit Éric Zemmour non pas comme un allié potentiel, mais comme un adversaire qui veut la remplacer. Et cette logique, c'est au-delà de l'ambition d'avoir la plus grosse force dans l'Assemblée nationale qui vient, c'est que surtout l'adversaire en est le moins possible. Chacun parie en fait sur la disparition de l'autre. Et Éric Zemmour a beau tendre la main, le pari est aussi là. D'ailleurs, les cadres de Reconquête le disent en off, Marine Le Pen, le parti de Marine Le Pen est surendetté. Elle va essayer de sécuriser sa passation de pouvoir, mais du coup, il va y forcément avoir un peu de mou dans la corde à nœud. C'est tout l'enjeu pour Reconquête, c'est de profiter de cette passation pour pouvoir
s'implanter et remplacer le Rassemblement national sur l'échiquier politique dans le camp nationaliste comme la principale force. Marine Le Pen, et d'ailleurs, elle le reconnaissait assez facilement. Son objectif était évidemment d'être élu président de la République, mais son objectif aussi était de tuer Éric Zemmour, et à commencer par les lieutenants transfuges qui venaient de sa famille politique. Et quand on voit les échanges d'un côté comme de l'autre, en fait, l'horizon d'une alliance politique pour les législatives, c'est vraiment du fantasme. Et est-ce que sur le plan sociologique, à terme, il peut y avoir une forme d'union qui passerait peut-être pas d'ailleurs par... vous aviez dit que Marine Le Pen serait sans doute pas candidate la prochaine fois, mais que voilà, ce camp-là peut constituer un jour une alternative, ou est-ce qu'il est voué à perdre éternellement? Alors, tout est possible. Je me risquerai pas. Tout est possible, justement parce que, en fait, on est vraiment dans une recomposition politique que je crois sans précédent depuis le début de la Ve République. Et à partir du moment où toutes les têtes d'opposition sont amenées à passer la main, vous allez avoir, en fait, ça ouvre la perspective à une recomposition des échiquiers politiques. On peut tout à fait imaginer une espèce de force conservatrice. On essaiera de l'imaginer lors d'une prochaine émission. Je suis désolé, Charles Sapin, de vous couper. J'étais ravi de vous recevoir, Anne Rosencher et Charles Sapin. Dans toute vérité, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.